Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, je vais vous raconter une histoire vraie pour laquelle on dispose de nombreuses données. Il s'agit de l'histoire de Magellan, ce marin portugais qui un jour s'est présenté devant le roi d'Espagne et lui a dit « Vous le savez, les épices d'Orient sont de plus en plus prisées en Europe, les prix s'envolent, les commerçants arabes, certes, assurent la logistique, mais à un coût de plus en plus délirant. Je vous propose une autre solution qui vous assurera le monopole de la distribution d'épices en Europe. Mon projet est simple, confiez-moi une flotte, je ferai le tour de la Terre en allant de l'Est à l'Ouest, car je connais le passage qui conduit de l'océan Atlantique à l'océan Indien. » Alors, le résultat, vous le connaissez, Magellan part en 1519 avec 5 bateaux. L'expédition revient 3 ans plus tard, totalement disloquée, mais victorieuse. Malgré les fausses cartes, les mutineries, le froid, la faim et les maladies, Magellan a franchi le détroit qui porte aujourd'hui son nom et a vaincu le Pacifique. La valeur des épices rapportées en Europe a couvert l'ensemble des frais et a même généré des bénéfices. Alors, cette histoire a notamment été racontée par Stefan Zweig, le célèbre romancier du siècle dernier. L'intérêt de son roman, en plus de son style tout à fait captivant, repose sur le parallèle avec notre sujet, celui de l'entrepreneuriat innovant. Car finalement, lancer une start-up, c'est à la fois démarrer une nouvelle entreprise et créer un nouveau produit, en général en rupture forte avec l'existant. Et cela s'apparente tout à fait à une exploration avec des hauts, des bas, des retournements de situation, bref, tous les éléments d'une aventure tout à fait captivante. Alors, le message fort de cette présentation est le suivant. Pour votre prochaine innovation, inspirez-vous de l'état d'esprit des entrepreneurs. Pour des projets qui sortent de l'ordinaire, comme sont les projets innovants, il faut adopter des méthodes qui soient adaptées à l'incertitude et qui laissent la nouveauté révéler son plein potentiel. Ce sont des méthodes que l'on qualifie d'exploratoires. Ce sont également ces mêmes approches que les entrepreneurs utilisent lorsqu'ils lancent leur projet, puisqu'ils avancent dans l'incertain sans que la destination ne soit connue à l'avance, tout comme Magellan l'a fait. Ce que je souhaite vous transmettre, c'est des exemples réels issus de start-up, et puis des trucs et astuces pour vous permettre de vous familiariser avec ces méthodes. Alors ce que j'espère, c'est que vous deveniez des explorateurs de vos prochains projets. Et pour que vous tiriez le maximum de cette présentation, je vous propose en fait de noter dès à présent la prochaine aventure, la prochaine exploration que vous souhaiteriez démarrer. Alors, il peut s'agir d'un nouveau produit que vous souhaitez développer, il peut s'agir d'un nouveau job que vous souhaiteriez obtenir, ou bien de nouvelles compétences que vous voudriez acquérir. Et ce que je pense, c'est qu'en ayant en tête un projet précis, vous allez plus facilement établir des liens avec les sujets que nous allons aborder d'ici quelques minutes. Et nous reviendrons à ce projet-là et à ce que vous en avertirez en fin de parcours. Alors, j'ai identifié plusieurs grandes thématiques qui sont typiques de l'entrepreneuriat innovant et elles sont regroupées autour de 3 axes. Alors, tout d'abord, l'utilisation des ressources les plus facilement disponibles pour augmenter ces leviers d'action. Deuxième axe, définir une stratégie d'exploration pour être le plus efficace possible en situation d'incertitude. Et enfin, troisième axe, mesurer l'ensemble des succès de l'innovation pour se rendre compte des progrès parcourus et pouvoir réutiliser ces apprentissages. Alors j'ai présenté chacune de ces thématiques sous plusieurs angles. Tout d'abord grâce à un événement ou une anecdote directement issue de l'aventure de Magellan. Et ce qui me permettra en fait de présenter un concept théorique qui s'y rattache. Puis je vous donnerai un exemple réel issu de mon expérience. Alors commençons avec Magellan,
pour cette première partie qui est donc dédiée à l'augmentation des leviers d'action. Fernand Magellan est né vers 1480 dans une famille portugaise de petite noblesse et il entre sans grade dans la marine et il exerce les métiers les plus simples. Et il est, comme nous, un homme tout à fait imparfait. Dans son cas, il est introverti, solitaire, il ne délègue rien, il vérifie tout, et il règne même par la terreur. Par contre, Magellan mûrit longtemps ses décisions, et il s'y tient, coûte que coûte, et alors que tous les signaux pourraient l'inciter à abandonner, Magellan persévère. Et toutes ces années en tant que marin développe ses connaissances et ses compétences, puisqu'il va se rendre plusieurs fois jusqu'en Indonésie, et notamment sur les îles aux épices. Magellan fréquente alors les marins et les capitaines qui naviguent sur les différentes mers du monde, et il fait également la connaissance d'un des meilleurs géographes de son époque, Rui Faliro, qui lui livre quelques-uns de ses secrets. Et puis de ces discussions et de l'étude des cartes, il tire la conviction qu'un passage maritime plus court existe au sud du Brésil. Et son projet, c'est d'atteindre les îles aux épices, non pas par la route traditionnelle qui contourne l'Afrique, mais par l'ouest, en contournant l'Amérique. Mais ce marin, qui est peu porté sur la communication, qui maîtrise mal l'art du réseautage, finit par indisposer son roi. Et après plusieurs tentatives, Magellan doit se rendre à l'évidence, son projet n'intéresse pas son pays, le Portugal. Alors, il ne se démonte pas, et il va proposer ce même projet à son voisin, l'Espagne, qui est le concurrent direct du Portugal en matière de conquête des mers à cette époque. Et un troisième contact, Juan de Aranda, qui travaille au sein de la Chambre de commerce de Séville, va réussir à obtenir une audience auprès du nouveau roi d'Espagne, Charles Quint. Et le roi est séduit et accepte de permettre à Magellan de mener à bien ce projet. En conclusion de cette première présentation de Magellan, on a vu que personne n'attendait Magellan, et personne dans son pays, de la même façon que personne n'attend une innovation. Et donc c'est Magellan qui force le destin, alors malgré ses propres limites, mais en ayant conscience de ses atouts. Et donc Magellan, d'une certaine façon, a cherché à augmenter ses leviers d'action. Et lorsqu'on parle d'augmenter ses leviers d'action, en fait, on fait assez rapidement référence à Sarasvati, puisque c'est la conclusion à laquelle elle a abouti en étudiant le process de décision des entrepreneurs qui réussissent. Et en fait, elle montre que ces entrepreneurs-là ont une logique tout à fait particulière qu'elle nomme l'effectuation. Alors, dit simplement, ces entrepreneurs s'appuient sur les moyens dont ils disposent et ils imaginent ce qu'ils peuvent en faire dans l'objectif de faire progresser leur projet d'une étape supplémentaire. Et le point à retenir, c'est que les entrepreneurs n'ont au départ ni un but, ni un plan figé, et en fait c'est l'interaction avec d'autres personnes qui leur permet de progresser. Je vais vous présenter rapidement les 4 principes de l'effectuation qui sont, d'une façon générale, des moyens très efficaces pour augmenter ces leviers d'action. Alors, le premier principe, ce sont les moyens du bord. Et comme on vient de le voir avec Magellan, l'entrepreneur démarre avec ce qu'il a à sa disposition en termes de moyens humains, de moyens techniques et de moyens financiers. Et il voit comment ces moyens-là, qui sont disponibles, peuvent contribuer à son projet. Et c'est après avoir fait le tour des ressources que les entrepreneurs décident de ce qu'ils sont prêts à investir. C'est le deuxième principe, c'est de définir ce que l'on est prêt à perdre. Parce qu'en situation de création d'entreprise, et notamment de start-up, ou lorsqu'on est sur un projet innovant, il est impossible d'évaluer à l'avance le succès potentiel de ce projet. Et plutôt que de rêver à ce que l'on pourrait gagner, il est bien plus réaliste de se demander combien de temps et combien d'argent on est prêt à investir. Et il s'agit finalement de ce que l'on peut, de ce qu'on veut se permettre de perdre. Le troisième principe de l'effectuation, c'est la gestion des opportunités. Et en fait, ce principe consiste à transformer tout événement, positif ou négatif, en une opportunité nouvelle. Et c'est ce qui se passe avec Magellan et le refus du Portugal lorsqu'il se rend en Espagne pour présenter son projet. Le quatrième principe, c'est d'être à la recherche permanente de partenaires, et on est là tout à fait en lien avec le principe précédent, la gestion des opportunités.
En général, un porteur de projet a tendance à vouloir garder pour lui son idée, de peur de se la faire voler. Et au contraire, avec la logique de l'effectuation, on a tendance à en parler, à obtenir du feedback et finalement à chercher à embarquer des partenaires avec qui co-construire l'offre, quitte à la faire évoluer et même la transformer. Donc on vient de le voir, ces 4 principes sont très efficaces pour augmenter ces leviers d'action, et c'est le premier réflexe des entrepreneurs, et il devrait en être de même pour tout projet innovant. Et c'est également ce que j'ai, moi, constaté en tant que responsable d'incubateur. Puisque lorsque vous êtes une jeune entreprise, lorsque votre projet est récent, eh bien, vous avez encore tellement d'inconnus à résoudre qu'il est plus efficace de le faire en s'appuyant sur une structure d'accompagnement plutôt que de rester isolé. Alors, qu'est-ce qu'une structure d'accompagnement ? C'est un incubateur, un accélérateur, une structure en tout cas qui va vous permettre de développer votre projet. Et c'est un très bon moyen pour doper votre projet et de maximiser les chances de réussite. Alors, j'ai quelques exemples de structures qui sont présentes en Suisse romande, pardon par avance pour toutes celles que j'ai oubliées. À Lausanne, vous avez Mass Challenge, le campus de l'EPFL. À Genève, vous avez la Fondetech, la Fongit, et puis l'incubateur Pulse. Sur tout l'arc lémanique, vous avez Genilem et Startup Academy, et puis enfin à Yverdon, vous avez YStart. Alors je vais prendre moi, ici l'exemple de l'incubateur Inogex, que je connais bien. Donc Inogex est une structure qui est destinée aux entreprises innovantes qui utilisent une technologie du CERN. Inogex offre un hébergement, du coaching, et un appui au financement, et enfin une aide financière sous forme de subvention. Voilà un petit peu la palette des services qui sont offerts par cet incubateur. Et quelle que soit la structure que vous allez choisir et avec qui vous allez travailler, en fait, vous allez, grâce à elle, booster la création de nouvelles opportunités et donc accélérer le développement de votre projet. Je vous rappelle que la création de nouvelles opportunités, c'est un des principes de l'effectuation. Voilà, moi, en tant que responsable d'Inogex, je me voyais comme un collisionneur de rencontres. Alors, j'utilise le terme collisionneur à dessein, puisque le CERN a conçu et a développé le LHC, le grand collisionneur de hadrons, pour forcer la rencontre à grande vitesse de ces particules que l'on nomme les hadrons. Et c'est une installation qui a notamment permis la confirmation de l'existence du boson de Higgs. Et donc un incubateur, c'est un collisionneur de rencontres. Et ce que j'ai constaté, c'est que les entrepreneurs ont parfois des attentes précises, spontanées et clairement exprimées. Et dans ce cas, j'avais un carnet d'adresses que j'avais constitué au préalable, et donc des réponses à leurs questions. Évidemment, pour les entrepreneurs, c'est un gain de temps et puis également un gain de confiance. Mais bien souvent, les entrepreneurs, en fait, n'expriment pas de demandes précises. Et pour stimuler le développement de leur projet, j'organisais des événements qui leur permettaient, en fait, de créer des rencontres imprévues. Alors ça peut être par exemple des échanges entre entreprises, des invitations d'investisseurs ou de banques ou d'industriels à venir rencontrer ces jeunes entreprises, ou bien au contraire d'aller faire témoigner ces entrepreneurs lors de conférences. Et en fait, en étant exposé à de nouveaux contacts, l'entrepreneur décidera s'il s'agit pour lui d'une opportunité à saisir ou non. Et en général, l'entrepreneur va se baser sur 2 critères. Soit c'est l'occasion pour lui de développer son chiffre d'affaires, soit c'est l'occasion de réduire les risques de son projet. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est par l'intéressement d'un nombre croissant d'alliés que le projet innovant se déploie jusqu'à un éventuel succès. Et en fait, plus que le nombre, c'est la variété des acteurs qui influence favorablement le succès d'un projet innovant. Alors je vais prendre l'exemple de Picotech, qui est un projet qui a été créé par 2 anciens chercheurs du CERN, donc 2 scientifiques assez éloignés des problématiques de l'entrepreneuriat, mais très volontaires pour appliquer leurs travaux de recherche à la détection précoce des cancers. Alors comment ont-ils fait, de façon très concrète, pour impliquer un nombre croissant d'alliés dans leur projet ? Alors tout d'abord, ils ont décidé de s'extraire de l'environnement recherche du CERN et d'aller rejoindre l'ambiance entrepreneuriale de l'incubateur Inogex. Et en fait, ils ont ainsi bénéficié, dès leur arrivée, de l'expérience d'entrepreneurs qui étaient déjà actifs au sein de l'incubateur, et notamment dans leur domaine précis, le domaine de la santé. Et puis, grâce à leur réseau de connaissances,
ils ont cherché à associer les HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, et notamment un professeur qui a été tout à fait disposé à mener avec eux les tests précliniques et les tests cliniques. Et c'est évidemment, dans le cas d'une start-up, un atout de taille que de pouvoir associer très tôt un futur utilisateur dans la conception de son produit. Et puis, grâce à ce professeur, impliqué dans le projet, et grâce à ses propres relations, ils ont pu travailler en partenariat avec une entreprise belge qui est en charge du développement des radiotraceurs. Alors, le radiotraceur, c'est ce liquide particulier que l'on injecte pour faire apparaître d'éventuelles tumeurs. Et donc cette entreprise travaillait déjà avec les HUG et souhaitait faire évoluer sa gamme de produits dans le domaine particulier des cancers. Et donc il s'agissait, et pour Picotech et pour cette entreprise belge, d'une relation mutuellement bénéfique. Et donc cet exemple montre bien l'importance de constituer une équipe projet, mais dans une perspective d'équipe élargie. Et donc par équipe élargie, il faut considérer la situation où plusieurs individus collaborent à la poursuite d'objectifs communs. Alors ces individus peuvent appartenir à des organisations différentes, peuvent avoir même des intérêts divergents, des degrés d'implication spécifiques, mais ils partagent des moments collectifs de production. Donc voilà, j'espère que vous l'avez compris, tout comme Magellan l'a fait en se rapprochant de l'Espagne et de personnes clés, eh bien augmenter ses leviers d'action, c'est la priorité de tout porteur d'un projet innovant, et c'était la première thématique de mon retour d'expérience. Voilà, revenons à Magellan pour cette deuxième partie qui est donc consacrée à la stratégie d'exploration. Imaginez quelques instants être l'un de ces hommes prêts à embarquer pour un aussi long voyage vers des terres inconnues. Et imaginez également Magellan qui se trouve face à une situation totalement inédite où personne ne peut le conseiller, personne ne peut lui prédire la durée de son expédition, ni quel climat, ni quel peuple il rencontrera. Il doit donc accomplir quelque chose de nouveau qui n'a jamais été réalisé avant lui. Alors comment faire? Comment fait-il? Eh bien, pour limiter les risques prévisibles, Magellan va minutieusement préparer son expédition. Il lui faut 2 ans entiers pour trouver le financement de l'expédition, acquérir et mettre en état 5 navires, recruter les équipages et remplir les bateaux, puisque l'équipement doit parer à toutes les éventualités, des températures polaires, des températures tropicales, des tempêtes, des calmes plats, une navigation pendant 1 ou plusieurs années, éventuellement mener des guerres ou pratiquer le commerce. Mais Magellan va rapidement être confronté à des difficultés non prévues. Et pour y faire face, en fait, il va mettre en place des techniques d'exploration. Puisque malgré une navigation toujours plus au sud, le long des côtes de l'Amérique du Sud, en fait, on ne trouve pas le passage entre les 2 océans. Et donc, en fonction des baies et des chemins qu'il va rencontrer, en fait, il va mettre en place une technique systématique d'exploration au fur et à mesure de ses rencontres. Et en fait, il va avoir 2 options en fonction de la typologie du lieu à explorer. La première, c'est plutôt que d'engager l'ensemble de la flotte dans une recherche, en fait, il va envoyer en éclaireur seulement les plus petits navires, les plus agiles, selon une règle des 5 jours. 5 jours maximum pour explorer et faire demi-tour, et informer ainsi le reste de l'expédition. Et puis dans d'autres cas, il va conserver en fait cette règle des 5 jours, mais il va partager l'expédition en 2. Une partie de la flotte va explorer dans une direction, pendant que l'autre se dirigera dans une voie différente. Et donc, après avoir mis en place cette stratégie d'exploration, et après bien d'autres difficultés, Magellan va enfin réussir à franchir le passage tant espéré et rejoindre l'océan Pacifique en direction des îles aux épices. Donc, la leçon à retenir de cette expérience de Magellan, c'est que pour votre prochaine innovation, vous aussi, vous avez besoin de disposer d'une stratégie d'exploration. Et lorsqu'on parle d'exploration, Sylvain Lanfle en fait distingue 3 situations. Alors, la première situation, c'est lorsque le projet est incertain parce qu'on manque d'informations. Dans ce cas-là, il faut développer des connaissances en expérimentant différentes solutions jusqu'à obtenir satisfaction dans une logique essai-erreur. Il s'agit de la méthode itérative qui consiste à décider d'une voie,
puis acquérir des informations et des connaissances, par exemple sur les clients, sur les usages, sur les technologies, puis décider. Est-ce qu'on continue dans la voie initiale, si les informations que l'on acquiert confirment l'intuition de départ, ou alors au contraire, est-ce qu'il faut pivoter dans une autre direction? Et il s'agit en fait de la méthode des startups, donc c'est une méthode qui est bien adaptée à des budgets et des ressources limitées. Par contre, cette méthode a un impact sur les délais, puisqu'en général, ça les allonge. Alors, la deuxième situation, elle se rencontre lorsque le projet est si complexe qu'apprendre n'aide pas à comprendre. Et dans ce cas-là, ce que nous dit Sylvain Lange, c'est qu'il est préférable d'explorer différentes solutions en mode parallèle pour espérer en trouver une qui convienne. Et en fait, c'est l'approche en mode parallèle qui consiste à étudier en même temps plusieurs voies, par exemple plusieurs technologies, plusieurs fournisseurs ou plusieurs business models pour isoler le plus convaincant. Et dans ce cas, on arrive généralement à réduire drastiquement les délais, à condition de disposer évidemment des ressources nécessaires pour mener plusieurs projets en parallèle, et puis de bien gérer la compétition entre les équipes. Alors c'est tout à fait le fonctionnement des fonds d'investissement qui considèrent qu'il suffit qu'un projet réussisse pour rembourser la totalité de leur mise, et puis évidemment pour reconstituer le capital de départ et dégager des revenus. Et donc leur approche, c'est d'investir dans plusieurs projets prometteurs, et puis espérer que l'un d'entre eux soit une belle réussite pour couvrir les pertes probables de tous les autres. Donc la première situation, le projet est incertain, par manque d'informations, on avance en mode itératif. Deuxième situation, lorsque le projet est tellement complexe qu'il est plus efficace de lancer plusieurs pistes en parallèle. La troisième situation, c'est lorsque le projet est incertain et complexe, et bien dans ces cas-là, on associe les deux méthodes précédentes. Donc on lance plusieurs recherches en parallèle, on combine les résultats intermédiaires et on essaye d'isoler un domaine à approfondir, là dans une logique itérative. Et pour illustrer cette stratégie d'exploration au cas particulier donc, de l'incubateur, en fait je vais vous parler de la stratégie de financement des startups, puisque c'est en soi une aventure qui est souvent périlleuse et souvent très incertaine. Alors, d'une façon générale, tout process de gestion d'un projet innovant repose sur trois grandes phases. Une phase de maturation, une phase d'incubation et puis une phase d'accélération. Et en fait, à chaque phase correspond un moyen privilégié de financement. Alors, lorsqu'on est en phase de maturation, en fait, on en est au stade de l'idée. Donc, l'objectif du projet, c'est de définir un business model qui soit réaliste, c'est-à-dire qui ait été testé sur le terrain. Et c'est là que l'on se demande ce qui est attendu par les utilisateurs, comment fabriquer le produit et à quel prix le proposer. Et à ce stade-là, le projet est tout à fait virtuel, donc personne de raisonnable ne va vous financer sur une base aussi légère. Alors personne à part vous, donc c'est l'occasion de sortir vos économies personnelles, personne à part les 3 F pour Family, Friends et les Fools, c'est-à-dire les fous, qui sont prêts à vous faire confiance, donc vos proches ou des gens que vous connaissez bien et qui sont prêts à vous soutenir en ce démarrage de projet. Alors, pour ces 3 F, on parle aussi de love money, puisque vous avez compris qu'il y a un lien particulier entre la décision de ces personnes-là et puis votre personnalité plus que votre projet. La deuxième phase, après cette phase de maturation, c'est la phase d'incubation, et qui consiste en fait à mener des expérimentations sur le terrain et à lancer des projets pilotes. Et c'est à ce moment que l'on va pouvoir faire appel à des subventions, qu'elles soient publiques ou privées, et également à la foule, le crowdfunding, puisque vous avez à ce moment-là un produit à montrer. Et puis c'est également à ce moment-là que l'on peut faire appel à des financements nationaux, voire à des financements européens. Et puis la troisième étape, c'est la phase d'accélération, donc là ça correspond au fort développement industriel et commercial, et c'est maintenant que la plupart des business angels se manifestent, puisque vous aurez obtenu des preuves concrètes du marché, les preuves concrètes aussi de faisabilité de votre produit. Les banques vont arriver également à ce moment-là, et puis si votre croissance est très prometteuse, alors les investisseurs du type venture capitaliste vont également intervenir. Alors, les deux points, en fait, importants à retenir de cette courbe du financement sont les suivants. Alors, le premier, c'est que chaque étape
prépare la suivante. Et donc, dit différemment, le financeur suivant est rassuré lorsque le financeur précédent s'est engagé. Par exemple, un business angel sera plus enclin à investir si vous-même, vous avez placé une partie de vos économies dans le projet, et si vous avez réussi à convaincre vos proches de s'engager à vos côtés. Donc, cela s'apparente à la méthode itérative où l'on franchit les étapes d'une façon linéaire, l'une après l'autre. Le deuxième point, c'est l'importance des plans B. Parce que, ça je vous le certifie, rien ne se déroule comme prévu. Et surtout pas comme je viens de vous le présenter de façon un peu simplifiée. Lorsqu'on développe, par exemple, un moteur électrique, comme c'est le cas pour Novpower, une entreprise d'Inoject, eh bien il va se passer entre 2 et 4 ans avant de pouvoir commercialiser le produit. Alors, les levées de fonds sont évidemment indispensables, puisque les besoins en capitaux sont importants, mais rien n'empêche de chercher à facturer avant l'arrivée du produit définitif. Et dans le cas de Novpower, le dirigeant en fait a décidé de vendre sa propre expertise, sous forme de formation, de consulting, et de développer un produit pour un marché plus simple. Et dans son cas, un moteur électrique pour avion peut tout à fait se vendre sans un coûteux process d'homologation pour des petits avions du type ULM. Et donc dans ce cas, on serait plutôt en mode parallèle, puisque on s'engage dans une voie principale, qui est de développer le produit espéré, tout en développant une ou plusieurs alternatives pour y arriver au final. Donc, dans la vraie vie, évidemment qu'une stratégie de financement et donc une stratégie d'exploration, en fait, va utiliser une combinaison de ces deux approches, donc la partie itérative et puis le fonctionnement en mode parallèle. Voilà, on vient donc de traiter donc les deux premiers thèmes, hein, augmenter ses leviers d'action, définir une stratégie d'exploration. Parlons maintenant du troisième axe, la mesure du succès de l'innovation. Voilà, on a quitté Magellan en plein Pacifique, il était en direction des îles aux épices. Alors malheureusement, sa vie s'arrête le 27 avril 1521 lors d'un affrontement avec entre les Espagnols et puis des indigènes, quelques semaines seulement avant l'arrivée vers le lieu de tous ces efforts. Alors l'expédition, ou plus exactement ce qu'il en reste, va néanmoins continuer sans lui et pratiquer le commerce avec beaucoup de réussite. Et le 6 septembre 1522, soit 3 ans après le départ, 18 survivants européens sur les 265 membres d'équipage du départ réussissent à rejoindre l'Andalousie à bord d'un seul navire, puisque les 3 autres ont été détruits ou sont partis en fuite, et le 4e, en fait, doit rester sur place pour réparation. Donc toute la question, c'est de savoir si l'on peut parler de succès. Est-ce que l'expédition de Magellan, c'est un succès après autant de pertes? Alors, 3 indices pour décider. Alors tout d'abord, la réussite financière. Donc le bateau qui a réussi à rentrer en Espagne, le Victoria, qui est le plus petit des 5 bateaux, eh bien, arrive en Espagne avec 26 tonnes d'épices, ce qui rembourse complètement la mise de départ et génère même des revenus, des bénéfices. Donc voici une première preuve de la réussite de l'expédition. Alors la deuxième piste que l'on peut suivre, c'est les connaissances qui ont été développées par l'expédition. Sur le plan des connaissances, ce voyage a fait progresser la géographie, puisque beaucoup d'endroits par lesquels Magellan est passé ont été baptisés par ses soins. La baie de Rio de Janeiro, par exemple, elle porte ce nom car elle a été abordée le jour de la Saint-Janvier. La Patagonie s'appelle ainsi car il y fut découvert des hommes de grande taille, et Patagonie signifie grand pied. Et puis l'océan Pacifique porte ce nom parce que lorsque la flotte y est entrée, il n'y a pas eu un seul souffle de vent pendant très longtemps, ce qui a d'ailleurs provoqué la mort de plusieurs marins, par manque de nourriture. Et puis enfin, et c'est le plus important, c'est l'impact du projet, et donc finalement les effets de ce projet sur le long terme, sur l'histoire. Et bien en fait ce projet et cette traversée a démontré une bonne fois pour toutes que la Terre était ronde, et qu'en allant toujours dans la même direction, on finit par revenir au point de départ.
Et grâce à ce tour du monde, on a eu une notion bien meilleure des vraies dimensions de la Terre. Et puis cette expérience, ce voyage, a sensibilisé la communauté scientifique à la notion de décalage horaire. Grâce à la comparaison du journal de bord qui a été tenu pendant ces 3 ans par l'un des équipiers, et puis donc par comparaison avec le véritable calendrier qui a été également tenu en Espagne. Et donc finalement, pour évaluer le tour du monde de Magellan, et donc pour évaluer tout projet innovant, en fait on peut étudier 3 domaines, donc l'aspect financier, le développement des connaissances, et puis l'impact du projet, c'est-à-dire ses effets sur son environnement. Et en fait, cette question de l'évaluation de l'innovation est une question complexe. C'est une question complexe parce qu'en innovation, le taux d'échec est important, de l'ordre de 80%. Et en fait, la majorité des projets ne débouchent pas ou ne débouchent sur pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il faut parler d'échec lorsque l'innovation ne réussit pas? Alors, ce que dit Thomas Edison, notre plus grande faiblesse, en fait, réside dans l'abandon, et que la façon la plus sûre de réussir, c'est d'essayer une autre fois. Et en fait, en innovation, il faut donc valoriser les apprentissages et les succès, et grâce à des indicateurs. Et en fait, c'est ce que propose Rita McGrath, qui a notamment étudié le cas de Nokia. Et en fait, elle conclut qu'un arrêt trop rapide d'un projet peut être salutaire d'un point de vue financier, mais préjudiciable pour la construction de nouvelles compétences et de savoir-faire. Et en fait, face à un projet innovant, elle conseille de l'évaluer le plus complètement possible et de chercher à extraire les pierres précieuses parmi les cendres, en traduction de son papier sorti il y a quelques années. Et en fait, il y a 3 points fondamentaux à considérer lorsqu'on évalue un projet innovant. Donc, premier point, les apprentissages. Quels sont les concepts créatifs qui ont été développés? Quelles sont les connaissances nouvelles qui sont apparues au cours du projet? Alors, il peut s'agir de brevets, de licences, d'informations d'open source. Une fois qu'on a listé les connaissances développées, il faut se poser la question du transfert de ces connaissances au sein de l'entreprise ou d'un projet à l'autre. Est-ce que les connaissances qui ont été développées se propagent au sein des équipes? Est-ce qu'elles alimentent les réflexions créatives et est-ce qu'elles permettent de générer des idées de nouveaux produits? Il faut aussi analyser les décisions que le projet permet de prendre. Est-ce que l'entreprise, la start-up décide de prolonger le projet ou au contraire est-ce qu'elle va l'arrêter? Est-ce qu'elle va l'intégrer à une autre, une activité existante pour l'enrichir, ou est-ce qu'elle va en faire une activité à part, comme une spin-off par exemple? Et puis, il faut aussi mesurer évidemment, lorsqu'on parle de transfert de connaissances, les résultats économiques qui ont été permis par le projet. Alors il peut s'agir de chiffre d'affaires, de fonds levés ou d'emplois créés, par exemple. Troisième point, c'est la notion d'impact du projet, et notamment dans une approche de développement durable du type Tech for Good. Là, on se pose la question des impacts du projet, positifs et négatifs, sur l'environnement, sur la société, ou auprès des utilisateurs, auprès des clients. Et par contre, lorsqu'on parle d'impact, il faut bien voir que les impacts sont certes mesurés par l'entreprise, mais les impacts sont également perçus par l'écosystème, par les parties prenantes, c'est-à-dire par les utilisateurs et les non-utilisateurs. Et ils peuvent se trouver dans l'environnement proche, mais également dans l'environnement plus lointain du projet. Et donc, on peut trouver une différence, voire une opposition entre le point de vue de l'entreprise et puis le point de vue de l'écosystème. Et puis l'autre point à considérer lorsqu'on cherche à mesurer les impacts d'un projet, c'est qu'ils peuvent apparaître avec un décalage. Et donc, il faut viser le temps long pour être capable d'avoir une bonne appréciation des impacts réels du projet. Et donc, en synthèse, les 3 points à prendre en compte pour évaluer une innovation sont les apprentissages, les connaissances développées par le projet, le transfert de ces connaissances d'un projet à l'autre ou au sein de l'entreprise, et enfin, l'impact du projet qui est de façon plus précise, mesurée sur le temps long par l'écosystème de cette innovation. Voilà, et en guise d'exemple qui provient de l'incubateur, en fait, je vais vous parler de Claudio Parinello, qui est un entrepreneur en série et qui a créé sa dernière entreprise,
chez Innogex. Et cette dernière entreprise, donc PlanetWatch, en fait c'est une entreprise qui cherche à déployer un réseau de capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Et en fait ce projet, c'est en réalité le fruit de plusieurs innovations que lui, donc fondateur de PlanetShot, a développé antérieurement au cours de sa carrière. Et en fait, dans le détail, cette solution se base sur 3 briques technologiques qui ont été donc développées par des projets précédents, des projets dans lesquels il était impliqué. Alors il y a une première brique technologique qui est l'Internet des objets. Et en fait, il a développé cette brique technologique via le projet Terabi, dans lequel il a été l'un des premiers actionnaires il y a une dizaine d'années. Une autre brique technologique, c'est le traitement des données. Et en fait, ça, il l'a acquis, développé, via les 10 années qu'il a passées au CERN. Et puis, troisième brique technologique, la blockchain, en fait, elle a été développée par Algorand, un partenaire proche, qu'il a rencontré lors de son précédent projet, dans le monde déjà des crypto-monnaies. Donc on voit, une innovation, c'est en fait le fruit de résultats antérieurs qui ont été patiemment amassés et qui, éventuellement, un jour, vont se combiner, vont se cristalliser et permettre à l'innovation d'émerger. Et donc, mesurer les résultats obtenus par chaque sous-projet innovant est donc tout à fait important. Et c'est pour cette raison qu'au sein de l'incubateur Innogex, j'avais mis en place des revues de projet. Alors, non pas pour établir des indicateurs classiques de la gestion de projet, coût, qualité, délai, mais pour inciter les créateurs d'entreprises à prendre conscience des différentes formes de réussite de leur projet, et surtout tout au long de leur progression. Et ce que je retiens de ces revues, c'est que tout d'abord, ce type d'exercice permet d'auditer le projet, de vérifier son homogénéité, et typiquement, lorsque on travaille avec des projets technologiques, en général, on se focalise sur la faisabilité, sur la performance du produit, et on néglige un petit peu le travail avec les utilisateurs. Et donc de mener une évaluation permet de rééquilibrer les efforts et les priorités du projet. Le deuxième point important, c'est que l'évaluation sert à prendre des décisions. Et l'avantage, c'est évidemment de le faire sur la base de données chiffrées, données factuelles, ce qui facilite évidemment la prise de décision, et donc ce qui facilite de pouvoir établir un constat et de tracer une feuille de route. Et puis enfin, cet exercice d'évaluation, c'est un excellent exercice pour consolider l'équipe projet. Parce que la revue de projet, c'est une instance qui finalement sert à construire du sens, à donner des perspectives et de la cohérence aux actions quotidiennes, souvent très opérationnelles. Et donc ce sont les discussions, même musclées, entre les acteurs du projet, qui sont riches, qui sont utiles, et qui permettent de mesurer le chemin parcouru, et donc de décider des nouvelles options. Voilà, Magellan en fait nous a permis de parcourir les 3 secrets des explorateurs et des entrepreneurs. Alors, je vous rappelle les 3 points à retenir. Lors du démarrage, cherchez à augmenter ses leviers d'action en mobilisant tous les moyens disponibles et toutes les ressources qui sont facilement accessibles. Puis, lors du projet, définir une stratégie d'exploration en essayant de gérer en parallèle quelques pistes différentes et puis d'approfondir certains sujets jusqu'à disposer d'un bon niveau de connaissance. Et puis enfin, mesurer au fur et à mesure l'avancement du projet et surtout l'ensemble des succès d'innovation et notamment son impact. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a permis de percevoir l'état d'esprit des entrepreneurs et d'envisager, d'aborder votre prochain projet dans une logique d'exploration. Voilà, ce que je propose maintenant, c'est de reprendre le projet auquel vous aviez pensé en début de présentation, donc cette aventure que vous souhaitiez mener en mode exploration, et puis de partager en quelques mots-clés les points marquants que vous avez retenus. Alors en synthèse, donc voici les éléments les plus importants à garder en tête à propos de tout projet innovant. Je vous rappelle, qui vise à essayer d'adopter l'état d'esprit des entrepreneurs. Alors dans la rubrique « Augmenter ses leviers d'action », il faut commencer par identifier ses moyens humains, ses moyens techniques, ses moyens financiers. Et puis il faut se fixer la prochaine échéance et les pertes acceptables, jusqu'où on veut aller, jusqu'où on est prêt à aller. Et puis, en conclusion de cette étape-là, c'est de positionner son projet en cherchant à repérer ses prochains partenaires, parmi les acteurs économiques et les influenceurs,
et puis de déterminer la place la plus judicieuse pour son projet, selon la position déjà acquise par les acteurs, puis en essayant de trouver des critères qui soient porteurs de différenciation. Pour définir cette stratégie d'exploration, il faut alterner, combiner donc les options à étudier en parallèle et les sujets à creuser en profondeur en mode itératif. Et puis, il est important de mesurer l'ensemble des succès de l'innovation, et notamment chercher à illustrer son parcours à l'aide d'outils pour bien conserver la trace de l'évolution de son projet, et puis de mesurer les étapes franchies et les succès au fil de l'eau, et particulièrement sur les plans financiers, sur le plan du développement des connaissances et des impacts du projet. Alors pour aller plus loin, quelques pistes pour prolonger cette présentation. Alors tout d'abord le site Innovecteur, que j'anime depuis 2015. En fait c'est, selon moi, une mine d'informations qui est en tout cas en libre accès, et vous y trouverez un peu plus de 140 billets, donc qui sont tout à fait en phase avec les sujets d'innovation, l'entrepreneuriat et la créativité. Et puis si vous préférez l'audio, il y a déjà une dizaine de podcasts d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'autres acteurs de l'innovation. Et puis un livre est en préparation sur le thème du management responsable de l'innovation. Voilà, je vous ai également listé les 3 sites des auteurs que je vous ai présentés pendant cette présentation, et vous y trouverez sur chacun d'entre eux un grand nombre de ressources pour développer chacune des thématiques de ces experts. Alors Sylvain Lanf traite en particulier de la gestion des projets innovants et des problématiques d'exploration. Le site de l'effectuation détaille en fait les principes et pointe également vers des ressources, des ouvrages en français et en anglais. Et puis enfin le site de Rita McGrath en fait vous fournit des ressources sur le management stratégique de l'innovation, et pour chacun d'entre eux vous trouverez des articles, des présentations et des vidéos. Et puis enfin bien entendu Magellan de Stefan Zweig, que vous trouvez sous forme de plusieurs types d'éditions, en version simplement livre de poche ou en version illustrée. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovecteur.com. À bientôt et merci pour votre écoute.